Il y a des monstres qu'on invente pour se faire peur. Et puis, il y a ceux qu'on crée malgré nous. Des monstres réels, faits de chair, de colère et de douleur. Trois noms, trois destins tordus par la folie, la haine ou simplement l'humain. Un géant au regard vide, capable de charmer et tuer en même temps. Une femme consumée par la rage qui transforme l'amour en carnage. Un homme convaincu qu'entendre des voix et tuer pouvait sauver la planète. Trois histoires, trois esprits brisés, trois cauchemars devenus réalité. Ce soir, on plonge dans la tête du mal, pas celui des films d'horreur, celui qui respire, qui parle, qui rit. Celui qui vit juste à côté, derrière la porte d'un voisin ou sur le siège passager d'une voiture. Bienvenue dans les ténèbres réelles. Voici Edmund Kemper, Catherine Knight et Herbert Mullin. Edmund Kemper, le géant de Santa Cruz. Californie, début des années 70, les routes désertes s'étirent sur des kilomètres, soleil frappant fort, les jeunes filles font du stop. Et là, un géant arrive. 2 mètres, calme, poli, sourire rassurant, Edmund Kemper. Depuis son enfance, il y a déjà quelque chose qui cloche. Dormir dans une cave, entouré de rats, une mère qui le déteste ouvertement, ça laisse des traces. Il commence à observer la mort, à jouer avec elle. Les policiers retrouvent des notes dans lesquelles il écrit ses pensées. Je voulais juste voir ce que ça fait. À 15 ans, il tue sa grand-mère, puis son grand-père. Les blessures sont nettes, les tirs précis. Le légiste note, les blessures sont létales, immédiates. L'acte est planifié et méthodique. Kemper est envoyé en hôpital psychiatrique, mais charmant, intelligent, il manipule les psys. On le relâche, il retourne vivre chez sa mère, et la haine monte encore. Ses carnets deviennent glaçants. Chaque étudiante que je tue, c'est ma mère que je tue encore et encore. Chaque tête conservée est un fragment de ma colère. Entre 1972 et 1973, il attire 6 étudiantes en stop. Certaines sont décapitées. Il parle aux têtes, comme si elles étaient encore vivantes. Les enquêteurs trouvent des photos, des notes, détaillant ses pensées et ses obsessions. Rapport du FBI, la victime est étouffée, parfois poignardée, souvent décapitée. Le mobile est symbolique. L'auteur agit par vengeance psychologique. Le psychologue explique Kemper n'est pas fou, en tout cas au sens classique. Il comprend parfaitement ses actes. Il analyse, commente, rationalise. Sa violence est un instrument de revanche sur sa mère. La fin est dramatique. Une nuit, il attaque sa mère. Décapitation. Il pose sa tête sur la table et appelle la police. C'est Edmund Kemper. J'ai tué ma mère. Aujourd'hui, il est en prison, calme, lisant des livres audio pour enfants aveugles. Et ce vide, derrière ses yeux, c'est ce qui glace le plus. Catherine Knight, le festin d'Aberdeen. Australie, fin des années 90, Aberdeen, ville tranquille, abattoir et pub. Derrière une maison sur une route poussiéreuse, la rage se prépare. Catherine Knight grandit dans la violence et l'instabilité. Père brutal, mère imprévisible, elle comprend vite qu'aimer, c'est contrôler et punir. Elle travaille dans un abattoir dès ses 16 ans, manie les couteaux comme une artiste. Les policiers noteront plus tard, les armes étaient accrochées au-dessus de son lit. Elle disait « au cas où ». Elle rencontre John Price, tout semble normal,
Mais sa jalousie devient obsédante. Les rapports d'enquête détaillent la violence progressive. Menaces, coups, destruction de biens. Chaque acte est un avertissement. Chaque menace, un cri silencieux. Si tu pars, je te tue. Le soir du 29 février de l'an 2000, tout explose. John rentre en pensant pouvoir calmer la tempête. Elle l'attend et 37 coups de couteau. Dépeçage méthodique. Certains morceaux sont cuits sur la cuisinière, les assiettes sont dressées, nom des enfants marqués dessus. Le légiste décrit. Chaque incision est précise. L'abattage suit des techniques professionnelles. Le mobile est passionnel, mais exécuté avec un contrôle parfait. Catherine présente un trouble de la personnalité avec impulsivité et absence totale d'empathie. Elle agit par obsession extrême et rage profonde, transformant l'amour en carnage. Même après son arrestation, elle reste calme, pas de remords. Il m'a trahi. La maison est repeinte, mais Aberdeen n'oubliera jamais. Certains disent que la lumière de la cuisine s'allume encore à 3h13 du matin, précisément. Herbert Mullin, le prophète du chaos. Début des années 70, Californie. Mullin a 24 ans, apparaît normal aux yeux des voisins, mais son esprit est un champ de bataille. La mort de son meilleur ami déclenche tout. Il entend des voix, croit que Dieu lui parle, chaque signe devient un message. Pour lui, tuer des gens est la seule manière d'empêcher la fin du monde. Ses premières victimes, inconnus, sans-abri, randonneurs, chaque meurtre est un rituel silencieux. Les rapports d'enquête disent: la scène semble aléatoire, blessure létale. L'auteur note dans ses carnets qu'il agit pour sauver la Californie. Le légiste confirme: pas de sadisme, méthode fonctionnelle, l'acte est dicté par la logique délirante de l'auteur. Le psychologue dit que c'est une psychose paranoïde avec délire messianique. Chaque meurtre est à ses yeux un acte salvateur. Terrifiant parce qu'il croit réellement faire le bien. Les crimes s'accélèrent, un prêtre, un chien, des coups précis. Chaque scène minutieusement notée, Mullin se fond dans le quotidien, parle aux voisins, sourit tout en planifiant le prochain sacrifice. Les enquêteurs rassemblent carnets et cartes, découvrent une logique interne, mais complètement délirante. Lors de son arrestation, Mullin est calme et dit cette phrase: vous devriez me remercier, sans moi la Californie aurait été détruite. Diagnostic du psychiatre: fou mais responsable. La perception altérée, mais conscience de l'acte. Aujourd'hui, il vit en hôpital psychiatrique, haute sécurité. Il ne parle plus de tremblement de terre, mais dit parfois: les voix ne parlent plus, mais elles m'écoutent. Et c'est peut-être le plus effrayant. Croire que le monde entier dépend de sa main, et agir en conséquence. 3 cerveaux brisés, 3 façons de perdre toute humanité. Kemper, le monstre rationnel. Catherine, la rage incarnée. Et Mullin, le prophète du chaos. Chacun a laissé sa marque sur les familles, les villes, les policiers et les psychologues,
qui ont tenté de comprendre. Ce qu'on retient, que la folie, sous toutes ses formes, peut s'incarner dans notre monde réel, et que le mal, parfois, il respire juste à côté de notre porte.